Monsieur le Président du Conseil économique et social, merci de nous accueillir en ce lieu. Madame la Ministre, votre temps est compté. Donc je remercierai plus tard le Conseil économique et social, et moi je veux vous remercier d'être ici, sachant que vous avez un rendez-vous impératif avec le Premier ministre, probablement pour défendre nos objectifs. Donc nous vous libérerons le plus vite possible. Merci d'être ici, merci d'avoir trouvé ce temps, et je vous laisse aussi rapidement qu'il est possible le micro. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil économique et social, cher Jean-Paul Delevoye, Monsieur le Président du Forum d'Avignon, cher Nicolas Seydoux, Mesdames et Messieurs, chers amis. J'ai là un discours qui est essentiellement un discours de présentation d'un certain nombre de politiques que nous menons à l'égard de l'ouverture des données publiques au ministère de la Culture, mais aussi des réflexions un peu plus générales sur les données personnelles, l'économie des données personnelles. Mais en introduction et avant de rentrer dans ces éléments qui sont un petit peu descriptifs, je voulais vous dire quelques mots sur la façon dont je considère ce sujet très important dont vous allez vous saisir aujourd'hui, qui est celui de l'économie de la donnée. J'ai été bien placée au cours des 2 dernières années pour suivre de manière très attentive ce sujet, sous un prisme peut-être un peu différent que celui qui sera le mien désormais, mais je crois véritablement, et je suis profondément convaincue, comme j'imagine tous ceux qui sont là aujourd'hui, que cette économie de la donnée, l'irruption de la donnée personnelle dans l'économie, modifie profondément nos modèles économiques et nos modèles de société. Nos modèles économiques parce que nous voyons apparaître de nouveaux acteurs qui aujourd'hui n'utilisent plus d'autres matières premières ou quasiment plus d'autres matières premières ou dont la matière première essentielle est la donnée personnelle, quelque chose qui a existé de tout temps bien évidemment, mais dont aujourd'hui nous disposons de capacités d'analyse pour en multiplier les occasions de valorisation ou de monétisation. Et je crois que c'est une circonstance qui est très nouvelle par rapport à ce qu'on pouvait constater dans les années 70 ou 80, où il y avait déjà des fichiers, où on pouvait également utiliser ces données personnelles, mais pas les traiter ou les analyser de manière aussi puissante que c'est le cas aujourd'hui, avec des applications qui sont radicalement nouvelles à présent. Notre société également parce que, évidemment, le fait de pouvoir donner accès ou le fait que des acteurs privés, aujourd'hui, au-delà même de la puissance publique, puissent avoir accès à ces données personnelles qui, pour certaines, représentent une incursion assez intrusive dans la vie de nos concitoyens, modifie probablement l'équilibre de notre conception de la liberté, des libertés individuelles, des libertés publiques, et nous invite à revisiter également notre modèle de défense de la vie privée, de protection de la vie privée, qui lui aussi est profondément différent de ce qu'il pouvait être au moment où ces grandes libertés ont été définies. Donc je crois que cette évolution, aujourd'hui, vous en êtes tous conscients, nous en sommes tous conscients, mais je ne suis pas sûre qu'institutionnellement ou en termes de politique publique, nous ayons tout à fait pris la mesure de ce que cela impliquait, à la fois sur le plan économique et sur le plan des libertés publiques. Et donc je trouve tout à fait intéressant que vous puissiez y consacrer votre réflexion collective pendant ce forum d'Avignon. Je crois qu'en matière culturelle, évidemment, il y a un impact extrêmement important sur les modèles économiques d'abord parce qu'il est vrai que nous avons vu arriver depuis un certain nombre d'années des acteurs nouveaux, d'un genre nouveau, qui précisément utilisent ou ont construit leur puissance soit sur des positions de monopole ou le fait de pouvoir donner accès au public à l'abondance, je pense en particulier à iTunes ou à Apple ou encore à Amazon, qui sont des entreprises qui permettent de donner accès à des catalogues extrêmement quasi infinis et avec des systèmes soit de marketing, soit de logistique très bien huilés, très puissants, ou des acteurs qui utilisent eux aussi des algorithmes très puissants pour analyser de la data, de la donnée personnelle, pour justement offrir un ciblage extrêmement précis, voire une analyse prédictive des comportements qui vont leur permettre de comprendre et d'appréhender au plus près les attentes et les besoins des consommateurs. Et ces acteurs d'un genre nouveau n'étaient peut-être pas tellement attendus au tournant par les acteurs traditionnels des industries créatives et culturelles comme de possibles compétiteurs. Et je crois que ça, c'est vraiment un défi aujourd'hui absolument majeur, aussi bien dans l'adaptation des modèles économiques des acteurs traditionnels des industries créatives que dans l'adaptation de nos régulations ou de nos réglementations économiques. Donc,
pour moi, cette évolution pose un défi absolument majeur à la fois aux acteurs économiques qui sont présents dans cette salle, mais aussi au pouvoir public, parce qu'à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne, évidemment, réfléchir sur le droit d'auteur aujourd'hui, réfléchir sur le partage de la valeur, réfléchir sur la liberté d'informer, les libertés de la presse, les libertés individuelles, tout cela implique d'intégrer dans notre champ de réflexion cette question de la data, de la donnée personnelle, sa valorisation, son traitement, sa régulation, etc. Donc après ce préambule un petit peu long, et je m'en excuse, je voudrais vous dire quelques mots d'abord sur peut-être la politique d'ouverture des données publiques et notre réflexion sur la réflexion que je mène au ministère de la Culture et de la Communication sur les politiques de données personnelles. Alors, sur l'ouverture des données publiques, je crois qu'il y a là un triple vecteur extrêmement important à manier pour un ministère de la Culture. Un vecteur à la fois de citoyenneté, de créativité et d'innovation. Je crois que le fait de pouvoir libérer de la donnée publique dont dispose le ministère de la Culture va être un levier dans ces trois directions. Vecteur de citoyenneté, tout d'abord parce que, bien évidemment, l'ouverture des données culturelles permet un plus juste partage, une plus grande diffusion de la culture. Vous savez que le ministère de la Culture a toujours en filigrane cette problématique de l'accès physique, l'accès matériel, mais aussi l'accès en termes de médiation, c'est-à-dire le fait de pouvoir accéder à une œuvre et de la comprendre et d'être touché par sa grâce ou par l'émotion qu'elle procure. Et donc, c'est aussi un moyen moderne de renouer avec l'ambition fondatrice du ministère de la Culture, l'accès de tous aux œuvres de l'esprit. C'est un vecteur ensuite de créativité parce que la réutilisation des données publiques révèle bien souvent la formidable énergie créative et collective de nos concitoyens. Et Aurélie Filippetti avait organisé l'année dernière au ministère de la Culture un hackathon et ça l'a bien montré, c'est-à-dire le fait de pouvoir libérer ces données publiques et de les mettre à la disposition de créateurs, d'inventeurs, permet là aussi de révéler la grande créativité qui est permise à partir de la réutilisation de ces données publiques et du talent de nos jeunes. Vecteur d'innovation et de croissance enfin parce que, je le disais à l'instant, la réutilisation et l'exploitation de ces données favorise le développement et la création de services culturels innovants et à forte valeur ajoutée qui sont susceptibles d'impulser de nouvelles dynamiques dans des secteurs comme le tourisme culturel, en particulier le marché de l'art ou encore l'enseignement supérieur. Et votre village des données culturelles illustre d'ailleurs à merveille ce fort potentiel d'innovation. Donc on voit bien des données culturelles ont de la valeur et leur juste partage et leur réutilisation doit être au cœur de nos préoccupations et c'est là tout l'enjeu de notre politique d'ouverture des données publiques qui a été impulsée par le président de la République et par le Premier ministre. Alors après s'être attaché à l'accès aux données culturelles par une ambitieuse politique de numérisation, le ministère a mis en œuvre une politique des usages numériques et de l'innovation fondée sur la réutilisation des données culturelles. Et donc, il s'est pleinement saisi de l'ambition gouvernementale d'ouverture et de partage des données publiques en adoptant une feuille de route stratégique. Les avancées sont nombreuses et concernent d'abord la valorisation des ressources culturelles numériques du ministère. Vous le savez, le ministère de la Culture et de la Communication a modifié les conditions générales de réutilisation de ces sites Internet en plaçant ces données sous licence ouverte pour permettre au plus grand nombre de se les approprier légalement. Ensuite, la sensibilisation des acteurs culturels aux licences libres dans le cadre d'un partenariat pilote avec Creative Commons France. La valorisation des œuvres du domaine public avec le lancement d'un prototype de calculateur du domaine public français qui offre au public un outil pédagogique permettant de mieux appréhender le statut juridique des œuvres et la valeur des métadonnées qu'il produit. L'élaboration d'une feuille de route stratégique sur les métadonnées culturelles qui est disponible en ligne pour positionner la culture comme un secteur d'avenir. La transition 3.0 du secteur culturel est aujourd'hui un des leviers prioritaires de ma politique ministérielle des usages numériques. Une politique d'ouverture des données publiques culturelles du ministère de la Culture et de ses opérateurs. Dans la suite de l'automne numérique où près de 150 jeux de données ont été libérés, la BNF a ouvert le 1er janvier 2014 l'ensemble de ces données bibliographiques. Toutes ces données sont désormais accessibles sur le site data.gouv.fr. Et puis enfin, un espace dédié au travail collaboratif qui a vu le jour en mai dernier quand le ministère de la Culture et de la Communication a ouvert ses portes à la création numérique, aux artistes, aux jeunes, aux entrepreneurs, aux porteurs de projets innovants qui ont partagé, là aussi, une expérience commune et un moment de travail collectif. Le ministère de la Culture et de la Communication a fait de l'ouverture des données publiques un outil au service de son ambition démocratique, mais surtout un outil de création et d'innovation au service du développement de l'entrepreneuriat culturel et du redressement de notre pays. Donc voilà
en quelques mots les orientations de cette politique d'ouverture des données publiques. J'en viens maintenant aux données personnelles. Donc les données personnelles, je souhaite rappeler devant vous l'engagement extrêmement clair et ferme, à la fois qui est le mien, mais celui du gouvernement à ce sujet. Nous défendons le droit européen sur la protection des données personnelles, qui doit s'appliquer de la même manière à tous. Et vous le savez, il y aura bientôt des échéances importantes en la matière, puisque la Commission s'est saisie d'un certain nombre de textes qu'elle doit réformer, renouveler très prochainement. 2 textes, une directive et un règlement qui concernent la collecte de données personnelles. Et il nous faudra suivre cela de manière extrêmement attentive. La France, comme vous le savez, est un pays en pointe sur la protection des données personnelles et prend part activement aux négociations en cours sur le projet de règlement européen que j'évoquais à l'instant, qui va moderniser le droit en vigueur et répondre aux nouveaux enjeux dans une société où les flux massifs de données doivent faire évoluer la manière dont nous abordions jusqu'à présent ces problématiques. Et donc l'important, ce sera évidemment de trouver cet équilibre entre ce haut degré de protection que nous avons toujours défendu en France et en même temps la possibilité que nous souhaitons donner aux acteurs économiques, aux secteurs, aux créateurs, de pouvoir libérer leur innovation et leur créativité en utilisant ces données personnelles. Et sur ce point, un droit harmonisé et appliqué par toutes les entités pratiquant la collecte des données, où qu'elles soient domiciliées, est notre objectif, afin de garantir aux citoyens le niveau de protection qu'ils attendent sur leurs données personnelles. Vous le savez bien, que ce soit en matière de fiscalité ou en matière de protection des libertés publiques, la difficulté à laquelle se trouvent confrontés aujourd'hui les pays de l'Union européenne pour définir des politiques collectives et communes, qui sont aujourd'hui indispensables si l'on veut permettre l'émergence de grands acteurs européens, c'est bien la possibilité qui est encore offerte aujourd'hui pour des acteurs extra-européens de choisir un peu leur lieu d'implantation en essayant d'identifier quelle est la réglementation la plus favorable en fonction de leurs intérêts, qu'ils soient financiers ou en termes de régulation. Et donc cette concurrence qui existe entre les États membres aujourd'hui, qu'elle soit fiscale ou qu'elle soit en matière de réglementation ou de régulation des données personnelles, est un handicap majeur pour que nous puissions avoir un marché unique numérique en Europe, mais aussi pour que nous puissions créer le même terrain de jeu pour les acteurs extra-européens et les acteurs européens. Aujourd'hui, évidemment, des acteurs qui sont localisés en France sont soumis à un impôt sur les sociétés, à une TVA, à une réglementation sur la diversité culturelle, à une réglementation sur les données personnelles, qui n'ont rien à voir avec celle qui s'impose à un acteur qui aura situé son siège au Luxembourg, en Irlande ou encore aux Pays-Bas et qui pourra, à loisir, déplacer ses profits jusque dans des paradis fiscaux. Donc aujourd'hui, nous savons bien que le nerf de la guerre, c'est bien de rétablir cette équité, cette égalité de terrain de jeu entre ces acteurs extra-européens qui peuvent optimiser leurs modalités et leur environnement d'affaires, alors que les acteurs européens, eux, malheureusement, ne le peuvent pas. Donc vraiment, l'enjeu aujourd'hui de la prochaine Commission européenne, en tout cas de la France vis-à-vis de la prochaine Commission européenne, ce sera de faire cesser cette concurrence fiscale, sociale et en matière de liberté publique entre États membres, afin que nous puissions véritablement avoir une politique commune à l'égard des acteurs extra-européens qui aujourd'hui bénéficient et profitent de notre fragmentation. Vous le savez, je me suis investie depuis 2 ans sur ce sujet, à la fois dans le cadre des discussions avec la Commission européenne, mais aussi dans d'autres enceintes comme l'OCDE. Je continuerai bien évidemment à poursuivre cette réflexion. J'avais aussi lancé l'idée de la création d'une chaire de recherche pour essayer de faire en sorte que nous puissions collectivement améliorer notre compréhension des modèles économiques à l'heure de la révolution de la data. Donc c'est aussi une initiative que je continuerai à promouvoir. J'espère pouvoir mettre en œuvre très rapidement. L'idée étant d'avoir des partenaires dans les milieux universitaires, dans la recherche, pour mieux comprendre aujourd'hui où se forme la valeur, comment se forme la valeur et à quel endroit géographique se forme la valeur lorsqu'on est une entreprise fondée uniquement sur de l'exploitation des données personnelles. Donc je crois que ça peut paraître un petit peu trivial, mais c'est quelque chose qui sera extrêmement important dans notre capacité à définir des politiques publiques, parce qu'aujourd'hui, la compréhension fine de ces modèles n'est pas encore tout à fait mûre, je crois, en France, mais aussi en Europe. Donc je souhaite pouvoir d'ailleurs lancer très prochainement cette chaire, parce que je crois indispensable que nous puissions améliorer notre connaissance sur ces nouveaux modèles économiques.
Alors, vous invitez aujourd'hui à réfléchir sur une culture de la donnée, et pour moi, cette culture doit être avant tout citoyenne, afin que la révolution numérique soit avant tout celle des citoyens et du jaillissement de leur créativité. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée de travaux, une belle et riche journée de débats et de rencontres. Évidemment, nous serons amenés, je pense, à nous revoir les uns et les autres pour évoquer ce sujet, qui est un sujet en devenir, qui est un sujet extrêmement important parce qu'il va façonner à la fois nos sociétés, mais aussi nos politiques. Et donc, voilà, je pense que nous serons amenés à en redébattre dans les jours, les mois et les années qui viennent. Merci à tous. Bien, mesdames et messieurs, en attendant que le président Nicolas Seydoux raccompagne madame la ministre, permettez-moi au nom du Conseil économique, social et environnemental de vous souhaiter la bienvenue. Nous sommes extrêmement sensibles à votre présence puisque j'ai souhaité que le Conseil économique, social et environnemental, qui représente la totalité des organisations associatives, artisans, agriculteurs, MEDEF, salariés, les représentants de la jeunesse, puissent avoir comme objectif politique, 1, le temps long, 2, le dialogue dans une société qui est plutôt en conflit qu'en dialogue, et 2 et 3, la maison des citoyens. Pourquoi je suis très sensible, moi qui ne suis pas un spécialiste de la donnée? Parce qu'en réalité, il y a de formidables enjeux politiques et votre réflexion est extrêmement importante. Aujourd'hui, on a trop tendance, et la presse ou l'actualité le manifeste, notre société est nerveuse, angoissée, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vision. Sans vision, il n'y a pas de projet. Sans projet, il n'y a pas de mobilisation. Et nous sommes dans un moment extrêmement particulier où, quand il n'y a pas d'espérance, les peuples, quand ils ne se transcendent pas par la défense d'une cause, ils se déchirent au nom de leur intérêt. Et nous sommes dans des moments extrêmement tendus, extrêmement compliqués, comme dans les années 1930, où les boucs émissaires peuvent quelquefois alimenter une violence dans les rapports humains. C'est d'autant plus surprenant que, notamment les sujets que vous allez évoquer, devraient nous permettre de faire une formidable révolution culturelle dans le pays. Comment redonner à nos concitoyens le goût de l'aventure, le fait que le progrès peut être un facteur d'opportunité et non pas un facteur de risque, et que le fait que le monde nouveau dans lequel nous entrons, grâce aux données, grâce au numérique, est un monde certes plein de dangers, mais plein d'espérance. Et nous avons absolument besoin de vos réflexions pour, je dirais, éclairer le monarque. Je peux comprendre que la sphère politico-administrative aujourd'hui est complètement déstabilisée. Machiavel nous avait déjà alertés. Le monarque assoit sa confiance sur sa domination. Et il dominait un territoire, un prince, un territoire, une religion. Aujourd'hui, la science, la mondialisation, fait que sur la circulation des capitaux, sur la circulation des idées, sur la circulation des marchandises, voire même sur la circulation des hommes, toutes les frontières ont explosé. Et le monarque est nu. Et aujourd'hui, cela perturbe, bien évidemment, toutes celles et ceux qui détiennent un pouvoir sur un ancien modèle de domination dominée. Nous rentrons dans une économie du partage, dans une économie de la transparence du savoir, quand toute notre culture de pouvoir a été faite sur l'opacité, sur le fait de dominer et non pas de partager. Et je voudrais dire à quel point nous sommes dans un moment extrêmement intéressant de vos réflexions. Le monarque est obligé de livrer une bataille de l'espace qu'il est en train de perdre. Car au lieu de gérer un espace et de maintenir sur place, dans l'ensemble des pays, les 3 débats politiques qui sont en train d'émerger, c'est la compétitivité des territoires. Quelle politique dois-je faire pour attirer sur mon territoire les jeunes du monde entier et les capitaux du monde entier? Et l'attractivité des territoires fait que nous n'avons plus cette capacité de maintien d'une exploitation du sol et du sous-sol, l'exploitation des idées par le numérique,
fait qu'en réalité, la localisation des activités, le partage de la valeur, est aujourd'hui un enjeu essentiel. Je voyais bien la profession hôtelière, alors que nous allons peut-être pouvoir multiplier par 4 ou 5 le nombre de tourismes, fait que paradoxalement, on peut développer une offre touristique, mais si on doit donner 10 à 15% de la valeur ajoutée à des sites comme Booking, qui détiennent des données, on voit bien qu'on va créer une offre économique dont la valeur ne sera peut-être pas située chez nous. La deuxième chose, c'est que l'accélération des sciences fait que le pouvoir politique sera toujours en retard. Comment gagner la bataille du temps? Comment faire en sorte, non plus de contrôler, mais de réguler? Comment faire en sorte que, je recevais hier le directeur général de l'UNESCO, justement sur cette bataille de l'altérité de la culture, nous puissions faire en sorte que le temps d'élaboration d'une décision politique de plus en plus compliquée dans une société de plus en plus diverse ne soit pas systématiquement en retard par rapport à d'autres espaces de pouvoir que sont aujourd'hui les entreprises, que sont les réseaux, car nous ne sommes plus dans une gestion des matières du sol et du sous-sol, nous sommes dans une gestion de flux. Et là aussi, nous voyons bien que l'homme de pouvoir, l'homme politique, le système politico-administratif a extrêmement de mal à comprendre ce qui est en train de se passer, car en réalité, il conviendrait de définir par anticipation quels sont les défis qui sont devant nous et donc quelles sont les réponses. Et très souvent, le débat politique, c'est Elie Wiesel qui me disait ça en permanence, il disait lorsque je rentrais de classe, ma mère ne me disait jamais « Est-ce que tu as bien répondu ?» Elle me disait toujours « Est-ce que tu as posé les bonnes questions ?» Et nous sommes dans un système politique où on a tendance à poser les questions en fonction des réponses qui assurent notre confort. Et donc j'attends de votre part un peu d'impertinence sur un certain nombre de questions que nous avons absolument besoin de poser pour tenter d'apporter les réponses. Je voudrais dire aussi à quel point je suis extrêmement frappé de voir que cette économie numérique, cette avancée des sciences, cette métamorphose qui est la troisième que nous connaissons dans l'humanité, qui va créer des troubles politiques et géopolitiques pendant 10 ou 15 ans, et qui fait que tant que l'espérance du renouveau n'est pas plus forte que la douleur de la perte, il y aura de formidables résistances populaires. Nous voyons bien que notre organisation collective elle-même est remise en cause. Nous avons connu au départ de notre humanité l'organisation tribale, puis l'organisation monarchique avec l'armée et la religion pour maintenir les peuples, puis la démocratie et l'entreprise. Et aujourd'hui, comment gérer sur une régulation mondiale les réseaux et les fédérations? Je voudrais dire aussi à quel point je suis très sensible au fait que nous allons devoir en même temps lancer des batailles politiques sur le bien commun, changement climatique, et préserver en même temps la liberté individuelle. Et nous allons avoir des débats difficiles. Je crois que tous les débats politiques étaient enthousiasmants parce que l'avancée des sciences nous permettait d'avoir des débats politiques sur le recul du possible, sur l'utopie du potentiel. Notre débat politique aujourd'hui, c'est quelles sont les limites que l'on doit fixer, car nous sommes en train de rentrer à un moment particulier de la science où la science nous fait découvrir des choses qui dépassent l'entendement du cerveau. Un trader fait 27 000 opérations par seconde. Quand vous visitez l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, on réfléchit aujourd'hui sur la façon dont on pourrait influencer le passage de la pensée à l'acte. Et l'on voit bien que, bien évidemment, nous avons en même temps une formidable puissance collective qui se met en place et une extraordinaire fragilité collective parce que n'importe quel individu peut être un créateur de niveau mondial en quelques années ou un destructeur mondial, hacker ou détruire n'importe quelle banque. Donc nous sommes en même temps dans une extraordinaire évolution de la puissance qui est en contrepartie une extraordinaire fragilité, car chacun peut détruire un système auquel nous tenons tous. Et c'est quelque chose de tout à fait étonnant, parce que jusqu'où doit-on aller au nom de la sécurité terroriste et le recul de la liberté individuelle? Jusqu'où pouvons-nous imaginer, au nom de la santé et de la médecine prédictive, fragiliser un individu sur la capacité de son parcours? Au moment où vous allez ouvrir ce débat, je dois vous dire à quel point notre Conseil économique, social et environnemental, grâce à l'impulsion de François Riche, de François Rachid et d'autres, nous nous sommes fortement engagés pour offrir ce lieu de débat, ce lieu de dialogue, qui n'est pas un débat de posture, un débat d'intérêt. Nous devons absolument réfléchir les uns et les autres à ce que la politique retrouve l'adhésion des causes qui transcendent les individus, à faire l'enthousiasme du futur, l'enchantement du futur, pour être capable de faire rêver à nouveau nos concitoyens,
mais en même temps leur faire toucher du doigt les limites qu'il ne faut pas franchir. Et nous avons de vrais soucis, parce qu'à la limite, plus les libertés de choix seront offertes à nos concitoyens, plus nous mesurons l'échec de notre système éducatif qui continue à transférer des connaissances alors qu'on devrait éveiller des consciences, permettant à chacun d'être libre de son choix et être acteur de sa propre vie. Nous sommes aujourd'hui, au contraire, dans une économie d'envie qui crée des frustrations et qui a mis en forme d'esclavage moderne où l'homme est prisonnier des envies créées par les autres et vit des émotions médiatisées générées par les autres. Nous avons absolument besoin, dans un monde qui permettra à chaque individu d'être un acteur de niveau mondial ou à chaque acteur mondial d'en faire un esclave parce que l'on sera dans ses affects et dans la gestion de ses affects par les données qu'il mettra lui-même par les objets intelligents en marche. Nous sommes aujourd'hui extrêmement... C'est un moment important. Un peu après la guerre, l'horreur du nazisme avait fait émerger cette Déclaration universelle des droits de l'homme parce qu'on estimait que la limite à ne pas franchir, c'était la préservation de la dignité de la personne humaine. Aujourd'hui, la formidable société numérique dans laquelle nous allons rentrer fait qu'effectivement, j'ai beaucoup aimé l'article de Laure Kaltenbach, effectivement, nous avons, au nom du génome, réussi à éviter la brevetabilité des gènes et le respect de la nature. Nous devons réfléchir aujourd'hui à la limite à ne jamais franchir pour permettre à un individu de ne pas être prisonnier d'une influence extérieure qui le rendrait esclave d'un autre. Et je suis tout à fait sensible à quelles sont les limites que nous devons mettre en place, comment faire en sorte que l'individu soit conscient de ses potentialités, mais aussi conscient de ses faiblesses. Et je crois que si nous restons dans l'équilibre du pouvoir, nous serons sous l'influence des partis. Et donc c'est un rapport de force, et forcément il sera toujours déséquilibré. Le seul moyen de rétablir le fléau de la balance, c'est de revenir sur la notion des valeurs, l'éthique dans la conduite, l'exemplarité qui sera aujourd'hui plus nécessaire que jamais pour retrouver une confiance dans un système qui, aujourd'hui, peut alimenter son autodestruction parce que la suspicion, le doute et l'inquiétude peuvent être un frein extraordinaire pour l'humanité. Donc soyons attentifs à ce que nous pouvons aujourd'hui, par le numérique, caresser les plus bas instincts du peuple et connaître des moments extrêmement difficiles, ou au contraire valoriser la science et permettre à chacun de s'élever par la transcendance des causes à laquelle on souhaiterait qu'il aspire. Et je souhaiterais que vous puissiez tenter de nous répondre. Qui contrôle? Qui régule? Quelle est la jurisprudence qui permet de faire respecter le droit? Et quelles sont les batailles sur lesquelles les politiques devraient être aujourd'hui extrêmement attentifs? Dans le combat que l'on a sur la négociation USA-Europe, ce n'est pas uniquement un combat d'Organisation mondiale du commerce, c'est la bataille du droit continental et du droit anglo-saxon. Est-ce que l'on doit être toujours en train d'essayer de réfléchir à l'équilibre entre le fort et le faible? Ou est-ce que l'on doit laisser aux avocats, en fonction de la puissance de ceux-ci, le fait de pouvoir équilibrer? Et l'on voit bien que la volonté des Américains de développer le droit de l'investisseur, qui permettrait de faire en sorte que le droit supplante le politique, peut être un facteur extrêmement préoccupant qui peut aussi vous concerner. Et puis enfin, puisque vous êtes concerné par la culture, je voudrais dire à quel point l'un des combats politiques les plus compliqués, c'est que, bien évidemment, c'est la compétitivité des territoires. Bien évidemment, c'est le vieillissement. C'est-à-dire que l'Europe a besoin de 50 millions de populations étrangères pour équilibrer sa population active d'ici 2030. C'est-à-dire que le XXIe siècle, c'est le siècle de l'altérité, de l'autre. Si le numérique exaspère les différences, nous allons connaître des tensions incroyablement difficiles avec des boucs émissaires et des tensions comme on a connues dans les années 1930 et la négation de l'autre, qui ne renforcera pas notre identité. Ou au contraire, nous arriverons à un moment où notre société a perdu la socialisation par la famille qui est souvent en rupture et le travail qui est souvent négligent. C'est par la culture, par le sport, par la pratique d'une émotion partagée que nous allons pouvoir retrouver le sens de l'altérité et le goût de vivre ensemble. Et donc la culture, ce n'est pas uniquement un combat économique, c'est un combat sociétal pour faire en sorte que les hommes puissent découvrir ce que disait Malraux, la culture, ce n'est pas la supériorité, c'est la fraternité. Bonne journée à tous. Merci.
Je suis dans une situation idéale parce que je n'ai rien à ajouter. Ayant entendu une ministre qui a répondu à une des interrogations, c'est pourquoi le Forum d'Avignon, qui s'intéresse depuis longtemps au rapport entre l'économie et la culture, se préoccupe-t-il des données personnelles? Ben, la ministre vous a répondu, parce que je ne sais pas si c'est une spécialiste de Beethoven et de Cranach, mais je suis sûr qu'elle connaît bien les données culturelles et qu'elle vous a montré que nous avions raison d'être ici, et probablement pour assez longtemps. Quant au président du Conseil économique et social, d'abord je le remercie de nous accueillir, et je le remercie d'élever le débat au niveau auquel il doit être. Et c'est d'ailleurs probablement la raison aussi pour laquelle certains se disent « mais pourquoi parle-t-il de ça ?» Eh bien oui, c'est un débat politique. Et je dirais même que c'est un débat existentiel aux politiques. Et je me garderai de commenter ce que vous avez dit, que j'approuve, y compris pour la partie que je n'ai pas entendue pendant que j'accompagnais la ministre, mais que j'approuve parce que je trouve que c'est un débat à la hauteur à laquelle il doit se tenir. C'est un débat de société. Et je reprendrai un peu en amont ce que vous avez dit, Montesquieu, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Nous sommes à la veille d'un pouvoir absolu. Et pour autant, à la différence du pouvoir absolu, ce pouvoir est évidemment un apport formidable pour la société s'il est encadré. Et donc, ce n'est pas contre, c'est avec. Ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué, car c'est assez facile d'être contre. Ça ne marche pas toujours. Mais en tout cas, intellectuellement, c'est facile. Avec, c'est beaucoup plus compliqué. Et avec, dans une société où il y a d'un côté des entreprises, comment ces entreprises gardent ces données pour elles et ne les transmettent pas aux États, et comment ces États restent ou sont des démocraties. Et pas seulement des démocraties pour leurs citoyens, des démocraties pour le reste du monde. Comment un national est traité comme un international. Et enfin, c'est déjà pas mal, et enfin, comment ces données ne sont pas piratées. C'est-à-dire que la société, mais la société, le monde, ce n'est pas la société française, ce n'est pas la société européenne, c'est un problème mondial. À l'instant où je vous parle, nous sommes 2,5 milliards sur l'Internet à haut débit. Plus de 80% dans tous les pays développés. 35% en Afrique et 15% en Asie du Sud-Est. Mais demain, ce sera la population mondiale. Donc, nous avons à faire face à un défi d'ampleur sur lequel un certain nombre de personnes travaillent depuis quelque temps. Il suffisait d'écouter le président du Conseil économique et social et la ministre de la Culture et de la Communication pour s'en convaincre. Ce n'est pas un sujet nouveau, c'est un sujet qui est en train de prendre une ampleur qui n'était pas soupçonnée simplement il y a 2 ans. Et donc, il est devant nous, et donc, vos travaux ne résoudront pas le problème, mais ils peuvent le faire avancer. Alors, ces travaux, ils vont être autour de, disons dans le cadre que depuis sa naissance, il y a 6 ans, le Forum d'Avignon essaie de soutenir, maintenir, faire prospérer des hommes et des femmes d'horizons différents, de pays différents, de formations différentes, de cultures différentes, pour essayer de se retrouver sur des sujets
qui les concerne tous. Pour y arriver, donc, des réunions plénières et puis des réunions plus spécifiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune de ces réunions, hein, vous avez un programme comme moi. Simplement, certains d'entre vous auront un problème pour savoir, quand il y a 2 réunions parallèles, celle qu'ils choisissent. Un des grands problèmes de l'être humain, c'est que si certains d'entre nous sont des Janus, ça ne leur permet pas pour autant de se dédoubler pour être dans 2 endroits différents. Donc choisissez ce qui vous plaît. Et nous allons immédiatement commencer. Alors, je commence par la fin. L'idée, c'est qu'à la fin de cette réunion, un texte soit approuvé par le maximum de personnes et que ce texte soit rendu public auprès du plus grand nombre. Il ne prétend pas représenter les tables de la loi. Je ne pense pas que Moïse les ait écrites en un jour. Il prétend tout de même être un corpus autour duquel j'ose espérer que le plus grand nombre de citoyens, français et d'ailleurs, pourront se retrouver. Et j'appelle maintenant Cécile Portier, qui va animer la première manifestation de la matinée. Alors, je ne vais pas vous présenter, parce que d'abord, je me méfie toujours des présentations. Je veux dire que vous avez 2 caractéristiques. C'est que vous êtes passionné par ce que vous faites et que vous êtes là où on peut être le mieux placé pour le faire, c'est-à-dire au ministère de la Culture et de la Communication. Et je vous souhaite présenter ceux avec lesquels vous allez sûrement pas combattre, mais débattre. Bonne intervention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et bonjour à tous. Merci de votre présence. Alors, avant toute plongée dans les questions économiques et juridiques, nous avons pour mission d'éclairer lors de cette première session les enjeux symboliques de cette journée consacrée au Big Data. Alors, en tentant de montrer que le symbolique, ça n'est pas une construction annexe et détachable du réel dans lequel nous avons à agir, mais bien ce qui donne forme aux politiques. Alors si le Forum d'Avignon m'a demandé d'animer cette session, c'est effectivement parce que je travaille au ministère de la Culture, mais aussi parce que je développe une activité d'écriture et de création qui s'interroge notamment sur la place que prennent les données numériques dans nos vies. Ces données forment de plus en plus une nouvelle écriture du monde et de nous-mêmes. On pourrait même dire que c'est une écriture, que c'est devenu l'écriture dominante. C'est donc une écriture intéressante à interroger quand soi-même on écrit, quand soi-même on a l'ambition et le souhait d'écrire soi-même sa propre vie. La question qui se pose aujourd'hui pour nous tous, c'est de savoir justement comment et par quoi nous sommes écrits, parce que nous ne sommes pas écrits que par nous-mêmes, et qui détient les capacités à nous lire. Alors bien sûr, nous sommes les premiers producteurs des traces numériques qui nous concernent. Mais nous en sommes très peu les auteurs, et encore moins les propriétaires. De plus, nous sommes des producteurs quasiment analphabètes. Nous avons peu accès, nous ne savons que très peu lire les données qui nous définissent. D'autant plus que ces données, elles existent principalement sous le régime de l'invisibilité, en tout cas en ce qui concerne leur processus de collecte et de calcul, dans des algorithmes que nous ne maîtrisons pas. Alors, je suis en train en ce moment de terminer une fiction web, une sorte de fable poétique, qui propose justement un regard décalé sur cette question des données personnelles. Cette fiction transmédia, elle s'appelle étantdonné.net, et le pitch, il en est très simple, c'est étant donné une femme qu'on retrouve nue et inconsciente dans un terrain vague. C'est une sorte de fichier vierge posé comme ça dans la ville, aucune trace de blessure sur elle, aucun signe d'identité. Et puis, elle se réveille, elle est amnésique, et survient donc pour nous la tentation, puisque nous en avons la capacité, de l'identifier, alors ça c'est extrêmement facile, et de la rhabiller de toute sa vie en recollectant l'ensemble des données qu'elle a forcément disséminées avant sa disparition. Alors à partir de ce qui n'est qu'un prétexte, cette femme sans mémoire, se déploient des textes et des propositions interactives et artistiques diverses, puisque j'ai travaillé avec beaucoup d'artistes,
qui viennent interroger chacun de ces dispositifs qui, chaque jour, nous enregistrent, nous écrivent, et qui viennent aussi interroger comment ces dispositifs viennent très profondément modifier notre rapport au monde et notre intimité. Alors si je parle de cette fiction, c'est parce que j'avais l'envie de proposer que ce débat, que mon rôle de modératrice de ce débat ne se limite pas à vous passer les plats plus ou moins intelligemment, mais de travailler à partir de mon propre regard et le confronter au vôtre, en vous proposant à chacun, Christophe Aguiton, François Tadei, et puis ensuite nous aurons la chance d'avoir des performances d'Abdel Malik et de Yann Frisch, en vous proposant à chacun une image qui a guidé mon travail dans la création de cette fiction et qui me semblait proche des questions que chacun vous allez traiter et des approches singulières que vous avez. Alors, Christophe Aguiton, c'est vous qui allez commencer. Alors, je vous remercie de venir nous rejoindre, ainsi que François Tadei, pas au même endroit. Alors, pour vous présenter Christophe Aguiton, j'ai retenu une image d'une célèbre installation de Marcel Duchamp, qui va normalement apparaître, qui s'appelle « Étant donné ». Alors là, c'est au... Voilà, c'est ça. C'est au... Dans l'installation de Marcel Duchamp, le titre est au pluriel et au masculin. Ça a évidemment inspiré le titre de ma fiction, sauf que j'ai décliné ce terme qu'on emploie au début des démonstrations mathématiques ou juridiques au féminin et au singulier. Alors dans cette installation, Duchamp nous met dans la position du voyeur. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit tout d'une femme, sauf son visage. Et nous voyons aussi que cette sorte de pitié offerte au regard tient à un bec de gaz avec lequel elle éclaire le plein jour. Quelle chose étrange d'éclairer le plein jour. Mais je pense que nous sommes aujourd'hui précisément dans cette situation, car les données nous font la promesse de pouvoir tout voir. Mais on oublierait assez facilement qu'il existe quand même un point aveugle, que tout n'est pas si évident dans cette visibilité triomphante, et que peut-être il est nécessaire de venir éclairer le plein jour d'une autre lumière, une lumière poétique, politique, pour briser l'évidence du « tout est donné ». Par ailleurs, cette femme nue, Christophe Aguiton, elle est proposée par Duchamp non pas comme un tableau, ce qui donne cette impression quand on la voit comme ça, sur Internet justement, mais c'est une installation, un artefact en 3 dimensions. Et nous sommes invités à la regarder par un petit trou de palissade. Nous ne pouvons donc y coller qu'un seul œil. Et nous perdons donc toute idée de profondeur. Et effectivement, je pense que cela fait partie des craintes que nous pouvons avoir, qu'une description hégémonique du monde, par les données, nous donne l'illusion de nous restituer le réel même, alors que nous n'aurions accès qu'à un monde plat, où la notion de point de vue serait forcément considérée comme subjective, donc bannie, parce que non légitime, alors que les chiffres, eux, parleraient vrai, avec beaucoup de guillemets. Et donc, Christophe Aguiton, voilà pourquoi j'ai choisi cette image pour vous. C'est parce que vous êtes sociologue, mais aussi militant. Vous faites partie de ces Janus dont on parlait tout à l'heure. Vous êtes en particulier cofondateur et membre du conseil scientifique d'Attaque, mais vous êtes aussi chercheur au laboratoire de sciences humaines et sociales d'Orange Lab. Et vous avez justement ce regard multiple qui évite de voir le monde plat. Vous venez d'écrire, notamment dans le cadre de vos activités de recherche à Orange Lab avec Hélène Janin, Valérie Peugeot, Daniel Stern, un document intitulé « Mythes et imaginaire des big data », où vous soulignez l'extraordinaire investissement symbolique autour de cet enjeu et l'antagonisme existant entre une vision optimiste proche d'un certain scientisme, parfois, où les données sont considérées comme porteuses de promesses énormes, tant sur le plan économique que politique, où on voit des possibilités de mise en collaboration importante, et une vision sombre où sont surtout pointées la dissymétrie du partage de la valeur ajoutée au détriment des internautes et les risques accrus d'une production d'une société de voyeurs. Alors Christophe Aguiton, ce que je vous demande, c'est de venir nous aider à éclairer ce plein jour avec votre regard qui est multiple. Merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup, Cécile, de cette introduction. Et l'image que vous nous avez montrée, que vous m'avez montrée, est en effet assez fascinante parce qu'elle éclaire bien cette idée que les données, comme l'image, pourraient avoir une toute puissance absolue. Et c'est ce que je vais essayer de démonter et de démontrer un tout petit peu à travers un petit voyage dans les mythes et les imaginaires qui accompagnent le big data. Le big data, c'est un terme qui nous maintenant est familier. Il n'y a pas, je crois, aucun d'entre nous n'a pu échapper aux nombreux dossiers, livres, ouvrages, articles écrits sur ce thème. Et mon point de départ est de considérer que quand une rupture technologique ou une avancée technologique majeure a lieu et qu'elle impacte une société, ça n'est pas un mouvement qui ne va que dans un sens. Ça n'est pas une technologie neutre qui arrive et qui transformerait la société, mais on est dans un phénomène de rétroaction où les sociétés elles-mêmes peuvent impacter et formater d'une certaine façon le déploiement des technologies. Pour éclairer un peu tout ça, je vais prendre très rapidement 2 exemples historiques qui vont permettre de comprendre mieux les enjeux qui se jouent autour du big data. Le premier exemple historique, à maintenant un peu plus d'un siècle, c'est quand l'électricité a été domestiquée, qu'on a pu faire des moteurs électriques, et tout un débat a commencé dans les sociétés européennes et nord-américaines pour savoir qu'est-ce que cette énergie électrique pourrait permettre. Pour certains, je pense à des utopistes, des proudhoniens, des gens comme Zola en France, mais ils avaient leur contrepartie américaine. Le moteur électrique qu'on pouvait miniaturiser, à la différence de la machine à vapeur, qui reste forcément géante et qui obligeait d'une certaine façon à la concentration ouvrière dans les fabriques, dans les usines du 19e siècle, le moteur électrique permettrait enfin de se débarrasser de l'usine et de se débarrasser de la concentration. On pourrait retourner à l'atelier, un atelier propre, un atelier hygiénique, et on pourrait de ce fait enfin réaliser la promesse que beaucoup portaient dans le mouvement ouvrier, qui est l'abolition du salariat. Rappelons-nous dans ces lieux que lorsque la CGT s'est créée en 1905, un des articles premiers de ses statuts, c'était la revendication de l'abolition du salariat pour revenir à ce que Proudhon préconisait, c'est-à-dire une société de petits producteurs qui pourraient chacun échanger leurs biens et leurs services. Donc on a cette vision-là qui existe et qui n'est évidemment pas ce qui s'est réalisé. Le moteur électrique a été en fait au cœur de la grande entreprise sur le modèle allemand et sur le modèle du taylorisme qui allait se développer quelques années plus tard. Le moteur électrique a permis à la chaîne industrielle de prendre toute son ampleur et d'aboutir à ce que Charlie Chaplin a décrit dans les temps modernes. Donc on voit bien que ce débat de société a eu une trajectoire très précise au début du XXe siècle, mais que ce débat-là a été revisité à nouveau un peu plus tard dans un tout autre monde et dans une toute autre technologie, même si elle a un petit rapport, qui est le monde de l'informatique, dans le grand tournant qu'elle a connu, cette informatique, dans les années 70. Rappelons-nous que l'ordinateur, dans les années 50 et 60, c'est d'abord une affaire militaire, et puis c'est l'affaire des grandes organisations. C'est les administrations d'État, c'est les banques, c'est les grandes entreprises elles-mêmes taylorisées. Et l'ordinateur est énorme et d'une certaine façon, l'être humain très hiérarchisé, on a les analystes programmeurs, les encodeuses, des femmes bien évidemment en bas de l'échelle, sont là pour nourrir la machine. Et c'est la machine qui compte, exactement comme cette image des temps modernes où on voit Charlie Chaplin nourrir la chaîne industrielle. Et on a eu, dans les années 70, une articulation entre 2 ruptures technologiques. La première, c'est l'irruption du microprocesseur en 1973, mais c'est aussi la création du paquet, c'est-à-dire la capacité de découper l'information en paquets, un peu comme des paquets postaux, ce qui allait permettre d'inventer l'Internet et de le développer. Donc ces 2 ruptures technologiques ont été saisies par un mouvement très profond de la société, qui était aux États-Unis, le mouvement des beatniks, puis des hippies, et de cette contre-culture américaine des années 70, qu'on a connue nous en France après le mai 68, comme le reste du monde l'a connue dans la jeunesse. Et aux États-Unis, les jeunes, les Steve Jobs, puisque c'était cette génération-là, c'est Wozniak qui était exactement au cœur de cette contre-culture, ont estimé que l'ordinateur allait pouvoir permettre de donner plus de pouvoir à l'individu, à la personne humaine. Et ils ont développé le micro-ordinateur, qui s'est appelé plus tard le PC. Ils ont aidé au développement de l'Internet lui-même, dans un moment où les grandes organisations, que ce soit les grands opérateurs de télécommunications, mais surtout IBM, qui est l'acteur dominant de l'informatique de l'époque, méprisent profondément toutes ces avancées technologiques et considèrent que c'est évidemment à l'inverse de ce que doit être l'évolution de l'ordinateur. On connaît là la fin de l'histoire, c'est évidemment le PC et l'Internet qui l'a emporté face aux organisations centralisées et aux structures centralisées, mais on a à nouveau une interaction entre technologie et société qui est très importante, à mon avis, pour comprendre les enjeux du big data. Le big data, maintenant, quand on y a travaillé un petit peu dans le laboratoire de sciences sociales d'Orange, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 tensions qui existaient en permanence dans les discours. Il y a une première tension qui est assez classique, qui revisite à nouveau les 2 débats que j'ai présentés, qui est la tension entre l'hypercentralisation, on pourrait dire par la
NSA américaine est tenante de cette hyper-centralisation où toutes les données doivent être rassemblées dans un lieu central et contrôlé par le haut. Et puis à l'inverse, d'autres préconisent et développent des solutions locales. On a des concepts comme le VRM, le Vendor Relationship Management, qui redonne à l'individu le pouvoir sur ses données. On a l'idée que les données pourraient être gérées par des petites communautés, par des petites structures. Donc on a cette tension entre le centralisé, le tout-puissant, le gigantesque d'un côté, et puis de l'autre, le local, l'individu, la petite communauté. Et puis la deuxième tension, qui ne recouvre pas tout à fait exactement la première, mais qui quand même s'y rajoute beaucoup, en tout cas qui a beaucoup de cohérence avec celle-là, c'est une tension plus théorique qui va séparer ceux qui, comme Chris Anderson, le rédacteur en chef de Wired aux États-Unis, du magazine, écrivait à la fin de la décennie 2000 que les données pouvaient parler par elles-mêmes. Et là, on rejoint exactement la toute-puissance de la photo que vous nous avez montrée. Ce qu'explique Chris Anderson, et beaucoup vont le suivre, c'est qu'on n'a plus besoin de modèles, on n'a plus besoin de théorie. Il suffira de laisser les machines tourner, faire tourner les masses considérables de données que vont nous apporter le big data pour avoir des résultats en marketing, mais aussi des résultats en sciences, des résultats en compréhension de nos sociétés. Bref, on peut abandonner les modèles, on peut abandonner la théorie, on peut enfin se concentrer à quelque chose d'uniquement pragmatique, qui est le fait que les données vont parler d'elles-mêmes. Et puis de l'autre côté, on a des chercheurs, je pense à Laszlo Barabasi, un physicien, mais qui est très connu dans la network theories et dans toute la science des réseaux, qui lui considère au contraire que les réseaux ont une forme universelle, qu'elles ont des racines et des structures internes qui sont valables pour tout et à tout moment, dans les sociétés humaines, dans l'Internet, dans les réseaux de molécules. Et que cela détermine d'une certaine façon une structure plus plate, un monde là aussi sans perspective, un peu comme dans l'image que vous nous avez montrée, mais qui a des régularités et qui permet de montrer un monde qui sera moins hiérarchique, moins centralisé qu'il ne pouvait l'être. Quand on combine maintenant ces deux tensions, on arrive à deux personas, deux idéotypes, d'une certaine façon, qui permettent de mieux comprendre les enjeux de ce big data. D'un côté, il y a ce que nous avons appelé le césarisme pragmatique. Césarisme au nom de la dictature vertueuse de la République romaine. Cincinnatus, dont la mémoire a été récemment revisitée dans un débat que nous avons tous suivi ici, qui était une dictature qui était extrêmement encadrée et qui n'était évidemment pas Saddam Hussein ou Adolf Hitler, mais quelque chose qui était très encadré, très surveillé, avec des règles très précises. Et ce césarisme pragmatique, c'est par exemple Barack Obama, qui est évidemment tout sauf un dictateur au sens où le langage commun utilise cette notion, mais quelqu'un qui va vous dire, oui, certes, on empiète sur votre vie privée, certes, on écoute vos communications, certes, on regarde ce qu'il y a dans vos mails, mais regardez ce que cela nous permet. On évite les attentats, on évite le terrorisme, donc d'une certaine façon, de façon pragmatique, nous devons accepter ces petites entorses à notre vie privée. Certaines grandes entreprises, je ne vais pas les citer ici, ont un peu le même discours, en nous expliquant là, pas tant qu'elles vont permettre de lutter contre le terrorisme, mais que, certes, on va perdre beaucoup de notre vie privée, mais de l'autre côté, on va gagner des services tellement formidables qu'on a tous à y gagner. Donc on a ce premier modèle qui est peut-être le modèle dominant aujourd'hui, mais il y a un contre-modèle qui existe aussi dans nos sociétés que nous avons appelé, nous, l'utopisme technophile, dont la figure marquante pourrait être Jeremy Rifkin, par exemple, qui écrit des livres et des ouvrages que vous connaissez tous, qui au contraire insiste sur le fait que le big data, les énergies renouvelables pourraient permettre de redonner du pouvoir au local et de créer des sociétés plus apaisées dans lesquelles le local et l'individu retrouveraient une place centrale au lieu des grandes structures centralisées. Donc le but de ce petit voyage que je vous ai proposé n'est évidemment pas de vous donner une réponse affirmative, mais de mieux éclairer les lignes de tension qui existent dans les débats sur le big data pour comprendre que derrière tout cela, c'est nous aussi qui sommes responsables de l'avenir de ce que sera le big data. Nous ne devons pas subir quelque chose, mais comprendre que de nos débats, de ce que vous écrirez, de ce que nous écrirons, de ce que nous publierons, vont sortir, vont pouvoir se formater certains usages de la technologie qui ne sont pas indépendants de nos actions et de nos volontés. C'est uniquement ce que j'ai cherché à vous démontrer en quelques minutes. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Christophe Aguiton. Donc, on va passer la parole à François Tadei, que je laisse descendre. Mais j'en profite quand même pour commencer à le présenter. Donc, François Tadei, ça y est, je vous vois. Vous êtes généticien et spécialiste de l'évolution. Et par ailleurs, mais bien évidemment pour moi c'est lié, et pour vous aussi je pense, vous militez pour des approches interdisciplinaires, tant dans la recherche que dans l'éducation. En quoi est-ce lié ? Alors moi je vous ai entendu expliquer dans une interview que la sexualité avait été fondamentale pour l'évolution en ce qu'elle a favorisé le brassage génétique.
et donc la recombinaison entre gènes, et que plus largement, le métissage était porteur d'innovation. Et c'est fort de cette idée que vous avez fondé le Centre de recherche interdisciplinaire, dédié justement aux échanges aux frontières entre disciplines, échanges que vous multipliez tant dans la recherche que l'enseignement supérieur, et même à l'école, avec un nouveau projet Saventurier que vous avez lancé en 2013. Bon, alors disons cela, je n'ai absolument pas tout dit de vos multiples projets et activités, mais je pense en avoir dit assez pour vous poser une question en lien avec une nouvelle image que je vous propose. Voilà. Cette image, elle montre un écran d'ordinateur, celui du personnage d'étant donné, comme métaphore de son bureau où elle rechercherait sa mémoire, ses archives. En explorant ce bureau, elle se rend compte que sa mémoire est au clou, que dans ce bureau localisé, rien d'important n'est contenu et que tout a été délégué dans des serveurs externes. Sa mémoire est au cloud. Elle est gérée dans des nuages gigognes auxquels elle a de moins en moins accès. Alors nos données personnelles, elles définissent notre identité numérique selon un mode peut-être sans doute même très différent, mais tout aussi puissant sans doute que le génome définit notre identité biologique. Alors comment est-ce qu'on peut se réapproprier ces données dans ce régime d'externalisation que nous vivons? Comment faire que la délégation permanente dans laquelle nous sommes de notre mémoire et de notre identité ne soit pas un écran de fumée pour nous? Y a-t-il par exemple un chemin possible de réappropriation active de nos données, même au-delà d'une charte de protection, des usages possibles par nous, par l'intelligence collective qui protégerait à chacun nos singularités? Voilà la question que je voulais vous poser. À vous, François Dattei. Merci pour cette introduction et ce défi d'illustrer cette image. Je vais peut-être répondre en citant T.S. Eliot. T.S. Eliot disait où est passée la sagesse qu'on a perdue dans la connaissance, où est passée la connaissance qu'on a perdue dans l'information. Je crois qu'aujourd'hui, en voyant ce genre de choses, il dirait où est passée l'information qu'on a perdue dans les données. Et je pense que le programme qui pourrait être le nôtre, ce serait de comment est-ce qu'on passe des données à l'information, de l'information à la connaissance et de la connaissance à la sagesse. Donc je ne prétends pas avoir de réponse à une question aussi vaste, mais je pense qu'on a tous besoin de se la poser, et individuellement et collectivement. En fait, moi je suis biologiste, comme vous l'avez dit, et dans le vivant, il y a en fait énormément de boucles de rétroaction. Ce qui caractérise le vivant, c'est le fait qu'il sait s'adapter, il sait sentir l'environnement et s'adapter. C'est déjà vrai de la première cellule, c'est vrai des organismes multicellulaires, c'est vrai de ceux qui ont un cerveau, c'est vrai de ceux qui vivent dans des sociétés, et a fortiori dans l'espèce humaine, où on a une société qui nous donne énormément de boucles de rétroaction. Donc en fait, dans le vivant, pendant des milliards d'années de coévolution, on a raffiné ces boucles de rétroaction. Aujourd'hui, on est en train de générer des nouvelles données qui vont permettre de nouvelles formes de rétroaction. Et la question, c'est comment est-ce que ces nouvelles formes de rétroaction vont s'intégrer avec les anciennes formes de rétroaction. Donc si par exemple, vous êtes capable de mesurer votre taux de glucose dans le sang en temps réel, en fait, auparavant, on avait un système qui mesurait d'une manière ou d'une autre quelque chose qui ressemble au taux de glucose dans le sang, simplement on n'en avait pas conscience. Mais on pouvait se dire, tiens, j'ai faim. Et alors vous attendez tous la pause maintenant que je vous ai dit ça, donc je vais être relativement bref. Mais on voit bien qu'il y a des boucles de rétroaction qui existent au niveau biologique et qui vont se confronter avec d'autres boucles de rétroaction qui sont numériques et dont on va peut-être avoir conscience ou pas. Aujourd'hui, une bonne partie des données que l'on produit, en fait, on n'a pas conscience de ces données. La NSA ou le cloud les a peut-être, mais nous, on ne les a pas. Donc comment est-ce qu'on pourrait avoir un personal NSA, c'est un peu la question de l'image que vous m'avez présentée, comment est-ce qu'on pourrait, tout ce que la NSA sait sur nous, est-ce qu'on pourrait le savoir sur nous-mêmes, et si oui, qu'est-ce qu'on en ferait? Est-ce que, par exemple, on pourrait se rendre compte qu'on est plus actif le matin ou pas? En l'occurrence, pour moi, pas forcément. J'ai un peu de mal à démarrer cette conférence, par exemple. Comment est-ce qu'on pourrait se rendre compte que si, par exemple, vous avez un téléphone comme celui-ci, en fait, ce téléphone, c'est énormément de choses sur vous, potentiellement. Il y a un accéléromètre à l'intérieur. Ça veut dire qu'il mesure toutes les accélérations. Donc, il sait si vous bougez bien, il sait si vous commencez à trembler, il sait si vous avez... par exemple, quand vous faites des erreurs de frappe, il le sait. Il sait si vous faites plus d'erreurs de frappe
après un repas bien arrosé ou pas. Il sait si ça dépend de la quantité de sommeil, parce qu'il y a des applications qui peuvent mesurer la qualité de votre sommeil. Est-ce que vous ronflez plus ou moins pendant la nuit? Est-ce que vous vous agitez beaucoup? Donc tout ça, ça peut être mesuré par ce genre de données. Est-ce qu'on peut le voir nous-mêmes, ou est-ce que seul le propriétaire de l'entreprise qui vous a donné ce téléphone va le savoir? Est-ce que vous êtes le propriétaire de vos données, ou est-ce que c'est d'autres qui sont propriétaires de vos données? Et on voit bien qu'il y a tout un tas de défis qui se posent là-dessus. Mais il ne suffit pas d'avoir des données. Encore faut-il passer de ces données à une certaine information, et de ces informations à une certaine forme de connaissance, voire à une forme de sagesse. Et donc, il faut arriver à faire des choses qui... Je ne crois pas du tout au phénomène Big Data dont Christophe parlait tout à l'heure. Par exemple, il y a des gens qui ont essayé de mesurer les émotions que les gens avaient en visitant une exposition de peinture avec un certain nombre de tableaux. Et ils se sont rendus compte qu'en passant du tableau 55 au tableau 56, il y avait une accélération du rythme cardiaque que l'on observait chez quasiment tous les visiteurs. Et donc, il y a eu un certain nombre de théories qui ont été proposées en disant « mais c'est normal, vu le tableau 55 et vu le tableau 56 ». Mais quand même, ça ne collait pas très bien. Et puis, en fait, ils se sont rendus compte que pour passer du tableau 55 au tableau 56, il fallait changer d'étage et monter un escalier. D'accord? Donc, on voit bien que les données pures n'ont pas de sens si on ne sait pas les mettre en contexte. D'accord? Et que donc, c'est tout sauf de la sagesse si on se contente de regarder du big data. Et donc, ce qu'il faut, c'est mettre ces données en contexte. Et qui mieux que l'utilisateur lui-même, que chacun d'entre nous, pour savoir quel est le contexte. Je donne un autre exemple un petit peu extrême, mais qui m'a aidé personnellement à sentir ça. Aujourd'hui, on peut tout numériser. Donc même les fusils sont numérisés et on peut avoir un viseur numérisé. S'il est numérisé, ce qu'on voit dans la lorgnette peut être transmis à l'état-major. Et la question a été pour les militaires, est-ce que c'est l'état-major qui doit décider quand on appuie sur la gâchette, ou est-ce que c'est le soldat sur le terrain? Eh bien, par définition, l'état-major voit le petit bout de la lorgnette. D'accord? Alors que le soldat sur le terrain, même dans ce monde très hiérarchique qu'est l'armée, voit énormément d'autres informations. Et dans ce contexte, il utilise les données qu'il voit dans la lorgnette, plus tout ce qu'il a autour de lui, pour prendre la décision, éventuellement en référant à un collectif, et à un collectif en l'occurrence hiérarchisé. Mais on voit bien qu'on a besoin de mettre les données en contexte, quelles que soient ces données. Et donc, typiquement, les données de santé, on a besoin de les mettre en contexte. Et donc, comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? Donc, il y a effectivement le médecin, voire le chercheur, qui sont capables de mettre les données en contexte, mais le patient lui-même voit beaucoup mieux le contexte. Il sait par exemple qu'en fait, s'il y a un signal de ce type sur son téléphone portable, il y a quelques jours, c'est juste parce qu'il a prêté son téléphone à son grand-père. C'est pas forcément qu'il a eu tel type de trouble. Donc on voit bien que le contexte, encore une fois, est absolument essentiel. Et ce qu'il faut, c'est apprendre à prendre du recul sur nos données et sur nous-mêmes. Alors ça date pas d'hier, hein. Socrate était connu pour dire connais-toi toi-même et sois capable d'une réflexion. Savoir ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, c'est juste essentiel. Mais donc il faut savoir ce que ces données nous disent sur nous-mêmes et il faut être capable de prendre ce recul. Et pour cela, on a besoin d'être tous formés à ce que ça veut dire. Et donc je pense que les problèmes d'éducation sont essentiels parce que comment est-ce qu'on passe des données à l'information et de l'information à la connaissance, voire à la sagesse, ça ne peut pas se faire sans une vraie réflexion. Et cette réflexion, elle a besoin de s'apprendre, elle a besoin de se travailler individuellement et collectivement. Et donc en fait, quels sont ceux qui ont le plus à l'habitude de travailler avec des données jusqu'à maintenant, des données quantitatives? Ce sont les chercheurs, ce sont les scientifiques. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait croire qu'il faut avoir fait 25 ans ou 30 ans d'études pour avoir le droit d'analyser les données et pour être chercheur. Et en fait, ce qui a été montré par les sciences cognitives, c'est qu'en fait, on est tous nés chercheurs. Et je ne sais pas si vous savez, mais les plus jeunes auteurs de publications scientifiques ont 8 ans. D'accord? Donc quand moi je me suis rendu compte de ça, j'ai été très surpris, hein, parce que c'est une anomalie au sens de Kuhn, c'est-à-dire au sens de... ça n'est pas dans la norme de ce qu'on attend. La norme de ce qu'on attend, c'est qu'il faut avoir fait des longues études pour pouvoir faire des publications scientifiques. Et en fait, non. Il suffit de faire confiance à sa curiosité et d'être mis dans un contexte dans lequel on nous incite à nous poser des questions et à donner du sens à ce que l'on observe et à éventuellement expérimenter. Mais cette attitude, en fait, les bébés l'ont naturellement. Un bébé, ça observe le monde, ça l'explore, ça expérimente,
et ça partage ses découvertes. Je pense que vous avez tous vu, et quand ça fait des erreurs, ça continue, ça persévère jusqu'à ce que ça finisse par arriver à trouver du sens dans leurs explorations. Et donc en fait, on peut soit dire que les chercheurs sont des grands enfants, soit que les enfants sont nés chercheurs, mais si les enfants sont nés chercheurs, c'est qu'on est tous nés chercheurs, par définition, et donc on peut tous avoir une attitude réflexive, quantitative, dans laquelle, en partageant avec nos pairs, on va pouvoir progresser. Et donc je pense que le défi, c'est pas d'espérer que Big Brother ou quelqu'un comme ça va résoudre tous les problèmes du monde avec des big data. La question, c'est de savoir comment chacun d'entre nous, à titre individuel, mais aussi dans un collectif de pairs qui vont pouvoir interagir et co-analyser les choses, vont pouvoir, de manière transparente, faire ça. Et donc j'insiste beaucoup sur la transparence, et en fait je pense qu'on a besoin, c'est une espèce de open NSA, hein, c'est-à-dire une capacité de open data dans lequel on peut savoir, on peut voir nous-mêmes nos propres données, on peut voir comment ces données ont été produites, on peut voir les algorithmes qui ont analysé ces données, on peut voir les plans des machines qui ont produit les données, on peut soi-même les adapter, hein, c'est tout le mouvement Open Hardware par exemple, le mouvement des makers, le mouvement du do-it-yourself, et donc il y a énormément de mouvements comme ça qui cherche la transparence et la productivité. Et vous avez parlé de sexualité. Si la sexualité permet l'évolution, c'est parce qu'elle permet le brassage, c'est parce qu'elle permet l'échange. Et cet échange a besoin justement de l'ouverture. Parce que si on était des clones, si on ne partageait pas, alors on ne pourrait pas s'adapter à un monde qui change. Et donc, dans l'évolution, la clonalité peut exister, elle peut être avantageuse à court terme, mais elle est toujours vouée à l'extinction. Alors que la sexualité, l'ouverture, l'échange est systématiquement ce qui a permis l'adaptation au changement du monde. Et on voit qu'on vit dans une société dans laquelle les changements s'accélèrent et on a besoin individuellement et collectivement de s'adapter à ça. Et on a besoin de le faire, pas simplement à une échelle locale, mais en fait à une échelle globale. Et on a besoin de revenir à ce que les Grecs disaient. Donc j'ai cité Socrate, je pense qu'on pourrait aussi citer par exemple l'agora. L'agora grecque, c'était un lieu de rencontre, c'était un lieu d'échange et c'était un lieu de décision. Aujourd'hui, les lieux d'échange et d'information ou d'échange de biens sont globaux, mais les lieux de décision sont fondamentalement locaux encore. Et donc on voit bien qu'on a un problème par rapport à ça. Et une autre illustration qui nous vient des Grecs, pour moi, c'est ce que disait Aristote. Aristote disait qu'il y avait 3 piliers de la connaissance. Épistémé, qui était la connaissance du monde, et ça a donné l'épistémologie et la science. Techné, qui était la capacité d'agir sur le monde, et ça a donné la technologie, évidemment. Et donc la science et la technologie ont cru quasiment de manière exponentielle depuis cette période-là. Et le 3e pilier de la connaissance, c'était la phronésis. Alors je ne sais pas combien de personnes ici savent ce que c'est que la phronésis, mais comme il y a beaucoup de gens très cultivés, j'imagine qu'il va y avoir un plus haut pourcentage que dans les autres auditoires dans lesquels je parle. Mais la phronésis, il y a plusieurs acceptations de ce terme, mais une que j'aime beaucoup, c'est l'éthique de l'action. Et ce que je trouve vraiment curieux, c'est qu'on a fait progresser la science et la technologie, mais pas beaucoup notre éthique de l'action. Notre éthique de l'action individuelle et notre éthique de l'action collective. Notre éthique de l'action au niveau local et au niveau global. Notre éthique de l'action personnelle et notre capacité à penser à la fois le court terme et le long terme. Et on voit bien qu'avec les défis, que ce soit le changement climatique ou d'autres défis globaux, on a besoin d'une éthique de l'action, mais si on ne l'apprend pas, si on ne la partage pas, alors où est-ce qu'on va aller ? Et donc on a vraiment besoin, pour revenir à T.S. Eliot, de penser non seulement des technologies des données, des technologies de l'information, mais même, j'oserais dire, des technologies de la connaissance et peut-être un jour inventer ce qui s'apparentera peut-être à les technologies de la sagesse, si tant est que ça puisse exister. Mais je pense qu'en tout cas, on a besoin de se poser ces questions-là et on a besoin de revenir aux fondamentaux, à l'histoire, à nos racines. J'ai beaucoup cité les Grecs pour cela, mais on a besoin de comprendre l'histoire pour pouvoir penser le présent et se préparer à l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup François Tadei. En vous écoutant et en repensant aussi à ce que vous disiez, j'ai pensé à 2 choses au livre de Gregor Chamaillou, La théorie du drone, avec cette idée justement que dans le drone, on a, enfin celui qui voit par le petit bout de la lorgnette et qui aura justement la capacité de tirer est en situation éloignée. Et j'ai pensé à autre chose qui est complètement différent, mais qui rejoint cette idée qu'il faut se rapprocher du contexte et être dans le monde, d'autant plus que nous sommes
aussi dans les données. C'était à une des histoires comme ça de Kipling, qui est Enfant d'éléphant. Et cet enfant d'éléphant qui a une insatiable curiosité et qui demande à tout le monde autour de lui mais qu'est-ce que mange le crocodile pour son dîner et tout le monde lui dit tais-toi, 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 tais-toi. Et puis il finit par aller voir le crocodile pour savoir ce que mange le crocodile pour son dîner, et c'est comme ça qu'il se fait attraper le nez et que ça devient une trompe, parce qu'avant les éléphants n'avaient pas de trompe. Et grâce à son insatiable curiosité, il revient, et alors qu'avant il se faisait taper par tout le monde parce qu'il était trop curieux, là il a un attribut qui lui permet non seulement de rendre les baffes de façon beaucoup plus efficace, mais en plus de s'épouster, de se rincer, etc. Enfin, il a gagné en souhaitant l'échange, en souhaitant aller vers le monde et en continuant d'avoir son insatiable curiosité. Voilà. Et donc, je pense que c'est ce qu'il nous faut, et ne pas vouloir être seulement des pilotes de drones de nos propres vies. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, je pense qu'on a un tout petit peu de temps pour des questions, si vous en avez, et si vous souhaitez interroger nos deux intervenants. Ce serait dommage de ne pas le faire. Juste une remarque sur la curiosité et la capacité à poser des questions. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation le jour où mon fils est rentré en CP, parce que sa maîtresse m'a dit « il est charmant cet enfant, mais il pose des questions ». Et donc je pense qu'une société dans laquelle les enfants n'ont pas le droit de poser des questions, c'est pas forcément une société qui a le potentiel de créativité, de démocratie auquel on aspire tous. Donc, mais c'est peut-être aussi une société dans laquelle on a un peu de mal à poser des questions quand on est adulte. Donc n'hésitez pas. Surtout qu'on n'est pas des méchants crocodiles. Alors, il y a une question ici, un peu plus bas. Voilà. Bonjour. Pour lancer les questions, alors je me présente, je suis Muriel Vandeventer, j'ai pas mal travaillé dans l'édition, la culture, la communication et les relations internationales. Et effectivement, peut-être qu'il y a une dictature pragmatique, mais aussi vous parlez de l'éthique de l'action. Et sans doute faut-il penser à tout ce qui nous menace, mais faut-il agir aussi. Il apparaît que les PME, PMI françaises sont très absentes des comités normatifs internationaux. Et de ce fait, beaucoup moins présentes, par exemple, que les Allemands, que les Anglais, que les Italiens. Et de ce fait, leur échappe un tas de décisions qui sont prises en dépit de la créativité des PME et des PMI françaises, notamment dans tous les domaines qu'on a évoqués et qui sont liés aux technologies de la connaissance, de la communication. C'est valable pour la culture, c'est valable pour les industries pharmaceutiques, c'est valable pour l'éducation, c'est valable pour tout. Et peut-être qu'il y a là quand même une sensibilisation à faire pour être plus présent en amont des décisions, plutôt que de réagir à l'impact. Voilà. Je voulais juste faire part de cette réflexion. Je pense que d'une manière générale, la société française implique peu les petits dans la prise de décision. Et donc on a un système très centralisé, très hiérarchique, avec une méritocratie très forte qui a plusieurs siècles maintenant et qui pense pour les autres. Et ça fait que dans la plupart des instances françaises, si on les compare aux instances internationales d'autres pays, on s'aperçoit qu'elles ont toujours plus de pouvoir pour le président, par exemple, et pour la structure. Et donc ça, c'est vrai à tous les échelons. Et donc ça fait partie des difficultés qu'on a. Il faut qu'on arrive à passer de ce monde très hiérarchique, très vertical, très centralisé, à un monde beaucoup plus distribué, beaucoup plus, dans lequel on prend en compte beaucoup plus de points de vue à tous les échelons. Donc je pense que c'est ça qu'on peut dire par rapport à ce que vous soulignez avec justesse. Notre question. Monsieur. Oui, Christophe, tout à l'heure, vous avez évoqué les différentes tendances. À votre avis, vers laquelle on va aller et vers laquelle il est souhaitable d'aller ?
Je peux répondre rapidement à ça. Il est clair aujourd'hui qu'on est quand même plutôt dans un monde où c'est le centralisé, sur ces questions-là, du big data, qui l'emporte aujourd'hui. Bon. La question est de savoir, est-ce que les contre-tendances vont pouvoir se développer? Mais c'est vraiment une question qui est renvoyée à nous tous. Bon, est-ce qu'on va pouvoir accepter ou pas que les entreprises, les États empiètent d'une certaine façon sur toute une série d'aspects de nos vies privées? Donc il y a une question là qui est absolument centrale. Rien n'est écrit. Tout peut changer. Pour revenir sur la question sur les normes, par exemple, c'est une question intéressante parce que dans les technologies d'aujourd'hui, les normes se multiplient. Et plus que la norme, ce qui est intéressant, c'est de voir lesquelles l'emportent à l'arrivée. Bon, et je vais vous donner un tout petit exemple dans l'histoire des technologies. Le Wi-Fi que nous utilisons tous en permanence par nos box ou tout autre moyen est une norme fixée il y a 20 ans, mais qui au début ne perçait pas du tout. Les opérateurs de télécommunications s'intéressaient à ce qui s'appelait l'UMTS, la 3G à l'époque, on était avant la 4G, et les constructeurs d'informatique s'intéressaient au Bluetooth, les normes plus courtes. Et c'est les militants qui ont lancé le Wi-Fi à Seattle et en Australie, et qui ont permis que cette technologie décolle. Donc on voit bien que la société peut jouer son rôle, et pour revenir à la question de l'or, sur ces questions-là aussi, je pense qu'il y a de quoi se mobiliser et que cela pourra avoir un effet. Yeah, I'm Amit Khanna from India. Amit Kavan de l'Inde. La question que je voulais vous poser est celle-ci. Il y a 100 ans, toutes les informations étaient partagées par deux communautés, parce qu'il y avait très peu de communication finalement. Les informations étaient partagées par très peu de gens. Depuis 10 ans, on voit que de plus en plus d'informations sont échangées dans un an que ce qui est échangé pendant les 2000 années antérieures. Alors, quel est le type de hiérarchie sociétale ou politique avons-nous besoin pour que, pour parler d'Eliot, on ne partage pas uniquement les informations, mais aussi les connaissances à travers les différents réseaux socio-économiques et dans les différentes hiérarchies. Donc, la société en Inde, par exemple, c'est une société très diverse de 1,2 milliard de personnes qui parlent 20 langues, 7 religions, plusieurs régions. Comment préparer les communautés pour pouvoir s'approprier cet échange d'informations qui est plus souvent une couleur certaine, une tendance certaine, de manière soutenable, durable et qui n'a pas d'impact sur la société en général. En français, mais vous avez mis le doigt sur ce qui est la caractéristique du big data, c'est que le nombre d'informations et la vitesse de l'échange de ces informations croît de façon exponentielle. La réponse à cela et la façon dont nous pouvons préparer nos communautés ou les lieux dans lesquels nous vivons doit d'abord être vue, à mon avis, parce que François nous a dit tout à l'heure, quand il y a beaucoup de données, la question c'est qui regarde et par quel biais. C'était ce qu'il appelait le petit bout de la lorgnette que l'état-major peut seulement voir parce qu'il n'a pas d'autre moyen que de prendre un biais, une entrée. On ne peut jamais tout voir en même temps. Donc la question est d'être capable de comprendre les limites même de nos capacités à voir ces données, mais en même temps, et le mot anglais qui n'est difficilement traduisible en français est très important, comment donner de l'empowerment, du pouvoir aux communautés, comment donner du pouvoir à ceux qui sont en bas et qui souvent n'en ont pas, à ceux qui sont la diversité du monde que vous avez décrite. C'est au cœur du sujet. Mais c'est vraiment, je ne vais pas être plus long parce que ça demanderait beaucoup de développement, mais c'est au cœur de tout ce qu'on va voir. Parce que juste, il faut qu'on sache si on a encore le temps de poser des questions. Encore une. Non, seulement, je voulais simplement conclure en disant qu'un des moyens de donner du pouvoir, c'est aussi l'art. C'est un moyen de visualiser, c'est un moyen de comprendre. On sait que dans le big data, il y a du volume, il y a de la vélocité, il y a toute une série de choses, mais il y a surtout de la visualisation. Sans une visualisation, on ne comprend pas. Bonjour, merci pour ce débat. Vous avez parlé de connaissances, de sagesse. Est-ce que vous pourriez balayer un petit peu les valeurs? Vous avez parlé d'éthique. Vous pourriez balayer un tout petit peu ces valeurs? Et je voudrais dire juste aussi par rapport aux deux dernières interventions que moi je suis architecte urbaniste et on construit des systèmes numériques pour donner en fait la capacité d'empowerment aux
aux citoyens. C'est un projet qui s'appelle 7 milliards d'urbanistes, et puis on le présente juste à côté. Voilà, si ça vous intéresse. Oui, je balayerai pas les valeurs, parce que je trouve que ce serait symboliquement, j'aime pas la manière de le dire, mais je pense qu'on peut effectivement les mettre en avant. Et je pense que ça répond aussi peut-être à monsieur, c'est les valeurs de respect, évidemment. Hein, on parlait de la déclaration sur le génome, a insisté sur le fait que les données du génome devaient, dans toutes les circonstances, respecter la dignité humaine et le respect des uns et des autres et la diversité humaine. Je pense qu'on a exactement avec les mêmes types de valeurs. C'est des valeurs profondément humanistes qu'on partage depuis longtemps. Par rapport aux Lumières qui ont porté beaucoup de ces valeurs, je pense qu'il faut rajouter la notion de diversité. Hein. Par exemple, Diderot avait été très influencé par Platon. Il disait il ne faut pas peindre une femme, il faut peindre la femme. Et donc l'encyclopédie, c'est s'approcher de la vérité et essayer de l'imposer à ceux qui ne la comprendraient pas. Et je pense qu'on a besoin profondément de diversité par rapport à ça. Et donc typiquement, plutôt que d'avoir une seule version de la perspective sur Napoléon, par exemple, moi qui suis corse, je ne comprends pas que tout le monde n'ait pas la même vision que celle qu'on peut avoir à Ajaccio. Par contre, si on regarde la page Napoléon en anglais, en polonais, en russe ou en allemand, on a un point de vue très différent. Mais aujourd'hui, si on n'est pas multilingue, on ne peut pas avoir accès à cette diversité culturelle, à cette diversité de points de vue. Et donc si on veut éviter la pensée unique, on a besoin d'apprendre à vivre ensemble. Et ça peut se faire par des expériences très jeunes. Vous prenez un objet aussi banal que celui-ci, vous le montrez soit à des adultes, soit à des enfants, et puis vous le cachez et vous leur demandez de le dessiner. Et quand ils vont l'avoir dessiné, vous leur demandez de confronter leur dessin avec l'original. Ils vont se rendre compte qu'il y a une différence entre leur subjectivité, leur représentation et la réalité. Et puis si vous comparez les dessins les uns avec les autres, vous allez vous apercevoir qu'ils sont évidemment tous différents, parce que chacun avait un angle de vue, soit physiquement, soit historiquement, soit personnellement, soit psychologiquement, différent. Et quand on fait prendre conscience aux enfants de ça, et je pense que ça répond un petit peu à la question de monsieur, on se rend compte que les enfants sont moins violents. Parce que quand ils ne sont pas d'accord, ils se rendent compte que ce n'est pas parce que l'autre est bête ou méchant ou manipulateur, mais c'est parce que l'autre a une autre histoire et un autre point de vue. Et donc je pense qu'on a besoin de travailler sur cette diversité de points de vue et d'utiliser des méthodologies comme la méthode scientifique pour contribuer à avancer sous une forme de connaissance, mais sans jamais restreindre la connaissance sensuelle, personnelle à la connaissance scientifique. Et je pense qu'on a besoin à la fois de la dimension artistique dont Christophe parlait et de dimensions tout autres. Bon je crois que c'est l'heure d'en terminer, c'est bien dommage. Merci beaucoup François Tadei et Christophe Aguiton pour ces présentations très riches. Merci. Alors maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Abdelmalik. Alors Abdelmalik, le Forum d'Avignon est très honoré et très heureux de votre présence aujourd'hui. On le sait, vous êtes vous aussi porteur d'identités multiples et d'activités multiples. Vous êtes rappeur, slammer, compositeur, écrivain, mais aussi réalisateur. Et votre actualité est très riche en ce moment puisque vous signez la réalisation de l'adaptation de votre livre « Qu'Allah bénisse la France » qui sortira en salle fin 2014. Alors d'autant plus merci d'avoir trouvé le temps de venir porter votre regard sur cette question culturelle, politique essentielle que sont les données personnelles. Alors vous êtes porteur d'identités multiples, vous militez pour que la France sache reconnaître la richesse de ses métissages et vous luttez contre toutes les stigmatisations. C'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de vous proposer une image à vous aussi. Alors cette image la voilà. C'est une sorte de hackage d'une tapisserie des années 70 de Vénus Kitsch qui a été réalisée à mon invitation par une artiste plasticienne qui s'appelle Alexandra Love pour représenter le personnage des temps donnés. Alors ce personnage, il pourrait le dire comme vous dans la performance que vous allez faire, les données personnelles, c'est moi. Alors déjà cette formule, elle rappelle furieusement bien sûr la phrase de Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes producteurs de chacun de notre petite Madame Bovary numérique, mais nous n'en sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas tout à fait les auteurs.
Du coup, la petite Madame Bovary numérique en question, elle se résume en une espèce de poupée vaudou dont le visage, qui est quand même le lieu ultime de la reconnaissance entre humains, risque de n'être plus qu'une cible pour toutes les flèches d'assignation identitaires à des fins marketing ou policières que pourrait produire une utilisation de nos données dépourvues d'éthique. Mais vous l'aurez remarqué, la petite Madame Bovary, elle a encore des ailes. Et vous aussi, Abdelmalik, vous savez en donner à votre public. Alors, nous vous écoutons. Alors, je ne vais pas être très très long, mais juste en introduction, j'ai envie de vous dire que j'ai le sentiment qu'il y a deux sortes d'individus. Alors, il y a vous, éminente assemblée, et puis il y a nous autres, finalement, qui consommons finalement. C'est-à-dire, je sais comment fonctionne mon ordinateur, mon téléphone portable, etc. Mais je ne réfléchis pas nécessairement dessus. Je poétise. Je fais partie de ceux qui se considèrent, enfin, un peu comme artistes. Et donc, à partir de là, j'ai envie de vous dire par les mots. Et donc, j'ai écrit un texte que je vais vous déclamer. Data, big data. Vous, nous, aujourd'hui qui s'avère déjà être hier, mammifères algorithmés à l'ADN numérique, promeneurs effarés en l'absence d'un réseau Wi-Fi, sédentaires pantouflards explorateurs d'immensité galactique, internautes néophytes s'improvisant piti, jumeaux virtuels mufles arpentant nonchalamment les réseaux sociaux, grands timides que désinhibe le 2.0, celle qui a fait sienne la sagesse gravée sur le fronton de tous les feux, cybercafé. Le temps n'est-il pas venu de poser le statut des données personnelles, le data, en termes culturels, et d'y répondre par une éthique collective? Le temps n'est-il pas venu de poser le statut des données personnelles en termes culturels et d'y répondre par une éthique collective? Si mon empreinte organique est inestimable, mon empreinte numérique, elle, vaut de la caillasse. Mon identité est donc la monnaie et le moteur d'une société pilotée par les données. Et les données personnelles reflètent nos valeurs culturelles et notre vie privée. Nous questionne, éminente assemblée, qu'adviendra-t-il in fine à une telle société si l'humain en son cœur n'est pas replacé? Parce que le data, c'est vous et moi, parce que le data, c'est vous et moi. Nous questionne, éminente assemblée, qu'adviendra-t-il in fine à une telle société si l'humain en son cœur n'est pas replacé? Parce que le data, c'est vous et moi, parce que le data, c'est vous et moi. Vous, nous, demain se dit aujourd'hui, conscient, sans naïveté ni pessimisme, des enjeux socioculturels et économiques du data, pressentant l'urgence à définir des principes éthiques sur le data, une Europe initiant une déclaration des droits de l'homme numérique affirmant solennellement, j'ouvre les guillemets, la recherche, l'analyse et l'utilisation des données personnelles numériques doivent être régulées et encadrées dans le respect de la vie privée et de la liberté individuelle de chacun. Je ferme les guillemets. Le temps n'est-il donc pas venu de poser le statut des données personnelles en termes culturels et d'y répondre par une éthique collective? Le temps n'est-il donc pas venu de poser le statut des données personnelles en termes culturels et d'y répondre par une éthique collective? Si mon empreinte organique est inestimable,
Mon empreinte numérique vaut du cash. Mon identité est donc la monnaie et le moteur d'une société pilotée par les données. Et les données personnelles reflètent nos valeurs culturelles et notre vie privée. Cette question m'émeut, éminente assemblée. Qu'adviendra-t-il à notre société si l'humain en son cœur n'est pas replacé? Parce que le data, c'est vous et moi. Parce que le data, c'est vous et moi. Cette question m'émeut, éminente assemblée. Qu'adviendra-t-il à notre société si l'humain en son cœur n'est pas replacé? Parce que le data, c'est vous et moi. Parce que le data, c'est moi. En vous remerciant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdelmalik.